continue les débats et on ouvre une première séance qui est consacrée au grand port maritime de Marseille et à tous les enjeux qui se jouent autour de lui. Pour en parler avec nous, Rémi Costantino, vous êtes directeur général adjoint du grand port maritime de Marseille-Fos. Bonjour. À vos côtés, Frédéric Béringuet, vous êtes chef de mission Région Sud en charge de la transition écologique chez Enedis. Bonjour. Farid Trad, vous êtes vice-président Bunkering et Energy Transition chez CMA-CGM. En gros, vous êtes le patron de la transition énergétique, si je puis dire. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Émilie Chalas, vous êtes porte-parole de Carbone, l'un des projets, on va en parler, qui s'installe dans le périmètre du Grand Port de Marseille. Et Jean-Michel Diaz, vous êtes le directeur Sud PACA Corse de Total Énergie, mais également le président du groupement maritime et industriel de Fos. Alors, peut-être revenir un petit peu en arrière, au mois de mars dernier, lorsque Carbone annonce son installation à Marseille, dans le périmètre du Grand Port Maritime, et annonce l'installation d'une gigafactory, un mot qu'on n'avait jamais entendu sur le territoire. C'est un vrai game changer, c'est un avant-après. Rémi ? Bonjour à toutes et à tous. Bon, d'abord, je voulais remercier la tribune d'avoir consacré 2 tables rondes au Grand Port Maritime de Marseille. Il le mérite. Surtout pour rappeler que le Grand Port Maritime de Marseille, c'est un écosystème finalement. Ce n'est pas un acteur unique, ce n'est pas un établissement public, c'est énormément d'acteurs, l'État, les collectivités, très mobilisés derrière le développement territorial et le développement de notre infrastructure portuaire, et puis bien sûr les acteurs privés et les partenaires publics qui sont bien représentés autour de moi aujourd'hui. On réussira ensemble ou on échouera ensemble, je pense, cet enjeu de décarbonation. Alors pour ce qui est du changement d'époque lié à Carbone, j'y crois beaucoup. On est engagé au Grand Port depuis 2019 dans une démarche qui s'appelle les orientations d'aménagement de la zone industrielle eau portuaire, l'OASIP, qui visait à dégager le potentiel foncier de cette zone. On y reviendra, c'est un des nerfs de la guerre, le foncier. Mais on avait fait ça un peu en blanc, comme les promoteurs font du lancement d'opérations en blanc. On n'avait pas forcément un vivier de projets qui devait s'installer sur ces 1000 hectares artificialisables. Et puis Carbone est arrivé. Et à partir de là, on a compris pourquoi on l'avait fait. On a compris toute la pertinence d'avoir anticipé cette étape essentielle. Et on a révélé le potentiel de décarbonation du territoire. Donc Carbone est un exemple. Maintenant, on a beaucoup d'autres marques d'intérêt. On a 4 projets qui sont très concrètement en train de s'installer, dont on parlera probablement. Vous pouvez les citer, ceci. Oui. Il y a H2V, j'imagine. On a H2V, bien sûr. Et je vais y revenir, c'est un maillon de la chaîne hydrogène, finalement, H2V. On a Gravity qui va produire du fer réduit à l'hydrogène en divisant par 10 les émissions de carbone. Et puis, on a Elise Neocarb qui va produire des e-carburants, des carburants de synthèse pour l'aviation et pour le maritime. Juste les ordres de grandeur, parce que décarboner, c'était notamment un des sujets de la table précédente, c'est évidemment décarboner les métiers, les pratiques, les usages. Mais quand on parle de l'industrie, on a quand même un effet d'échelle. Alors, les émissions nettes carbone de la France, c'est autour de 400 millions de tonnes par an pour fixer les idées. L'industrie, c'est 20% de ça, donc 80 millions de tonnes. La zone de Fos, n'est-ce pas Jean-Michel, on est autour de 10 millions. Si on prend que Fos, si on prend aussi la Vérabert et un petit peu plus, on est plutôt autour de 15-20 millions. Donc, ce qu'on est capable de faire pour transformer l'ouest de notre département, c'est probablement une des marches les plus hautes que franchira la France en termes de décision unique pour avoir un effet sur son bilan CO2. Après, il y aura d'autres grandes décisions, mais elles reposeront fortement sur les comportements individuels induits ou forcés ou encouragés. Et donc, la décarbonation du port de Marseille-Fos, finalement, c'est l'action, c'est une des 2 grandes actions spatialisées, localisées, avec Dunkerque, et un peu, dans une certaine mesure, sur l'axe Seine, que les collectivités, l'État et les acteurs privés peuvent mener pour avoir cet effet massif sur la réduction des émissions de carbone. Alors vous avez dit le grand port maritime, c'est un écosystème. Farid Trad, la COP28 se termine dans quelques heures. Les armateurs ont demandé à une réglementation plus forte, plus stricte. C'est nécessaire d'être beaucoup plus exigeant aussi sur la réglementation. C'est l'un des leviers pour arriver à la décarbonation. Bien sûr, d'abord, évidemment, je suis aussi très heureux et très honoré d'être là, de partager un peu les ambitions de la CMA-CGM.
La COP28 est un événement historique pour le maritime. Ces grands patrons d'entreprises maritimes qui s'unissent pour annoncer des objectifs et des ambitions très fortes. Cette ambition, elle fait écho aussi à une décision historique de l'OMI en juillet de cette année qui donne une trajectoire à tout le secteur maritime. Donc aujourd'hui, ambitionner moins 30% de réduction d'émissions en 2030 par rapport à 2008 et moins 80% en 2040 par rapport à 2008, c'est une ambition forte. C'est une ambition qui exigera beaucoup de choses. Et derrière ce message de la COP, de Rodolphe Saadé et des autres grands patrons, se cachent plusieurs choses. D'abord, personne ne peut faire seul une trajectoire de décarbonation. Nous avons besoin de tous les partenaires. Et les ports, car le maritime est une histoire d'infrastructure, les ports sont un maillon essentiel, sont un acteur essentiel, sans quoi la décarbonation du maritime ne se ferait pas. Donc on est ravis, on est très, très enthousiaste de toujours soutenir et le grand port dans ses projets, et tous les projets qui sont dans cet écosystème, c'est essentiel. Donc ambition, toute la chaîne de valeur. En termes de réglementation, c'est un des facteur du premier ordre pour décarboner. La Méditerranée sera un laboratoire pour ces réglementations, car nous avons déjà l'OMI qui a mis des premières mesures de court terme, comme le C2I, le Carbon Intensity Index, qui régit déjà depuis le 1er janvier 2023 toute la manière d'opérer nos navires en Méditerranée. Viendra au 1er janvier 2024 l'inclusion du maritime dans le système des quotas carbone. Donc là aussi, le maritime entrera dans une nouvelle notion et la Méditerranée sera impactée. Et bien entendu, nous avons aussi la Méditerranée qui bascule dans zone ECA, dans une zone bas soufre. Et là aussi, ça va impacter de manière extrêmement forte la manière dont nous opérons. Je ne vais pas prendre toute la parole, mais rapidement dire que des grands partenaires comme Total Energy, ici présents, avec qui nous avons mis en place le plus grand contrat d'approvisionnement de GNL en France et en Méditerranée d'ailleurs, participent un peu à faire évoluer, aller dans le bon sens là-dessus. On a déjà tous les principes de santé publique, mais aussi à travers le GNL, on pourra accéder au biométhane et au e-méthane et à tous ces carburants de synthèse et ces biocarburants qui ont déjà été évoqués. Donc aujourd'hui, on est dans un écosystème et l'idée, c'est de travailler avec le port pour qu'il devienne un acteur majeur d'accès à ces énergies renouvelables. Donc on ne peut qu'être enthousiaste, encore une fois, à l'idée que ces projets arrivent. Voilà. On reviendra peut-être un petit peu plus tard aussi sur comment est-ce qu'on met tout ça en musique. Mais peut-être Jean-Michel Diaz, et là je m'adresse peut-être un petit peu plus au président du groupement industriel. Il y a aussi un temps, même s'il y a des exigences, il y a des étapes qui sont fixées dans le temps. On parle de 2030, 2050. Néanmoins, l'industrie a aussi besoin de temps pour faire sa révolution verte. Alors, certes, l'industrie a besoin de temps, mais quand on regarde ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur la zone de Fos, on est face à une vraie révolution industrielle. Et je pense qu'il faut rappeler un certain nombre de chiffres. Aujourd'hui, en termes de projets d'implantation, et il y en a quelques-uns qui ont été cités, on pourra en rajouter d'autres, il y a environ 8,5 milliards d'euros de la part des privés, auxquels viennent de se rajouter 2,5 milliards à la fois du grand port maritime, des collectivités territoriales et de l'État, auxquels se rajoutent 3 milliards supplémentaires liés à la décarbonation des sites existants. Et puis vient se rajouter également la base aérienne d'Istres qui investit 700 millions d'euros, Airbus Hélicoptère qui a un projet d'investissement pour transformer la totalité de son site. Bref, on arrive à une quinzaine de milliards d'euros sur cette zone. Donc c'est une vraie révolution puisque depuis la création de la zone industrielle au portuaire, on n'a jamais vu des investissements de ce type-là. Et la dernière implantation industrielle date d'il y a plus de 40 ans. C'était Lyondell-Basel à Fos. Quand on regarde ces chiffres-là, il y a forcément des choses qui sont liées. Il y a de l'énergie. Il faut ramener 5 gigawatts d'énergie sur cette zone. 5 gigawatts, c'est la consommation de toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est à minima 10 000 emplois nouveaux.
Donc il va falloir des infrastructures routières, des infrastructures de mobilité, du logement. Il va falloir connecter la totalité de ces infrastructures sur l'Interland. Et il va falloir que, y compris les services de l'État, adaptent leur organisation pour faire face à cette masse de projets auxquels se rajoutent des projets photovoltaïques qui se développent partout, une nouvelle filière qui arrive qui est l'éolien offshore flottant. Et donc, vous voyez que c'est un projet qui demande en fait des moyens auxquels le territoire ne peut pas faire face tout seul aujourd'hui. Et c'est pour ça, quand le président de la République est venu au mois de juin dernier et que j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui, je lui ai dit qu'il nous fallait sur ce territoire une mission d'État. Il nous fallait un préfet à l'industrie parce que la tâche, elle est absolument colossale. Alors peut-être, avant de revenir sur la question que vous avez évoquée, qui est hyper importante, c'est de l'énergie et de l'approvisionnement d'énergie, mais ça on verra avec Frédéric Berenguer tout à l'heure. Peut-être un petit mot pour Émilie Chalas. Je sais pourquoi vous avez choisi Marseille, mais vous nous racontez pourquoi Marseille? Marseille n'était pas forcément dans les premiers choix du consortium. Alors, effectivement. Mon micro fonctionne, vous m'entendez bien? Oui, bonjour à tous. Merci d'avoir pensé à Carbone pour cette table ronde. On est très heureux d'être présents et très honorés de participer à cette table ronde. Carbone, initialement, c'est 4 investisseurs fondateurs lyonnais, en tout cas de la région Rhône-Alpes, et un Belge qui s'est certainement peut-être perdu, qui, avec chacun 30 ans d'expérience dans le photovoltaïque, ont eu une idée folle. L'idée folle que les panneaux photovoltaïques qu'on allait installer à l'avenir, en France et en Europe, il fallait qu'ils arrêtent d'être des panneaux chinois, puisqu'aujourd'hui, 95% des panneaux que l'on installe chez nous, sur les usines, en ombrière, dans les champs, sont des panneaux chinois. Et donc, ils ont dit, faisons du Made in France, du Made in Europe. Pourquoi est-ce que c'est une idée un peu folle? D'abord, un premier sujet, c'est que les panneaux photovoltaïques chinois sont très, très peu chers. Donc il y a un gros challenge de compétition et de concurrence entre ce que l'on va pouvoir produire en France et en Europe, avec des partenaires, et cette espèce de marché monopolistique où la Chine inonde l'Europe, puisqu'il ne peut plus inonder les États-Unis depuis quelques mois, inonde l'Europe de panneaux à très bas coût, évidemment à perte. Donc on a ce challenge-là. Je le souligne parce que c'est un sacré challenge pour lequel on a besoin, évidemment, des financements de partenaires, et à ce titre, je remercie CMA-CGM de son engagement à nos côtés, de partenaires privés, mais aussi de partenaires publics. La France, les collectivités locales ont aussi engagé des montants à hauteur de 70 millions d'euros pour aider le projet. Mais au-delà des financements, qui restent le nerf de la guerre, c'est aussi les conditions de production, avec le cadre du marché européen. Il y a des discussions en cours aujourd'hui à l'Europe pour savoir comment on applique la taxe carbone. Alors sur les batteries, c'est fait. Il y a eu un acte et un contrat qui a été fait pour protéger les batteries Made in France, Made in Europe. Sur le solaire, pas encore. Donc il y a encore du chemin à faire pour que les panneaux qui ont un coût carbone, un coût social et un coût environnemental très cher en venant de Chine, subissent une taxe pour ces coûts-là, sociaux, environnementaux, que n'auraient pas à subir des panneaux Made in Europe. Donc ça, c'est un challenge qu'on est en train de porter au niveau européen, qui fera certainement l'objet de débats pendant les élections européennes à venir, et qui est, j'allais dire, un crantage majeur. Alors une fois qu'on a dit ça, les partenaires et le cadre réglementaire un peu de protectionnisme au sein du continent européen sur l'enjeu du panneau solaire, pourquoi Marseille? Alors initialement, on a visité plus de 13 sites en France. On voulait d'abord absolument commencer en France. On aura certainement 4, 5, 6 sites répartis en Europe, mais on voulait commencer par la France. Et on a regardé différentes régions. Et effectivement, vous avez raison, Marseille n'était pas dans le top choice initial. Mais lorsque est arrivé à l'oreille d'un certain nombre d'élus et de préfets aussi, parce que vous avez dans cette région des préfets quand même très opérationnels et très réactifs, vraiment très bons, que ce soit le préfet de région ou le sous-préfet d'Istres, et puis des élus locaux, quel que soit leur bord, qui ont fait une proposition à carbone de façon alignée, c'est-à-dire au-delà des étiquettes politiques, c'est suffisamment rare pour le préciser, et d'un coup, ça a emporté en fait toute la réflexion que l'on avait. Cet alignement politique, cette envie d'avancer et d'aller vite, le fait que le grand port dise aussi « banco, on y va, on a un terrain » et anticiper justement ces offres foncières. Se faire du photovoltaïque, si ça nous prend 6 ans,
c'est mort. Le marché, c'est maintenant. Donc, on a 2 ans pour produire une gigafactory. Si on loupe l'échéance, tous les panneaux qui vont être installés en Europe dans les 5 prochaines années, avec des enjeux quand même à 100 gigawatts installés, ce qui est considérable. Nous, on va en produire 5 gigawatts. Vous voyez, on a un petit projet. Et pourtant, ça reste une gigafactory. Eh bien, il faut absolument ce foncier disponible, cette capacité des élus de nous accompagner, mais aussi de l'État de donner les autorisations administratives, qui sont aussi là une sacrée paire de manches, pour produire et arriver sur le marché très rapidement. Sinon, pendant les 10 prochaines années, on va continuer à installer du chinois et pas du français. Alors, voilà le contexte. Malgré tous ces projets que l'on énumère depuis le début de ce débat, ça demande de l'énergie. Frédéric Berenguer, Jean-Michel Diaz a évoqué 5 gigawatts tout à l'heure. Oui, c'est le minimum. Comme on l'évoquait Rémi et Jean-Michel, c'est vrai que les besoins, les enjeux, les ambitions donc, industrielles autour du bassin industriel du port sont énormes, en termes de modernisation, en termes de décarbonation, mais aussi en termes d'accueil de nouveaux sites industriels, notamment tournés vers les énergies renouvelables. Et les besoins, bien sûr, en électricité sont énormes. Dès qu'on parle décarbonation, on parle beaucoup, bien sûr, électricité. Donc 5-6 gigawatts de besoins. Alors c'est vrai que, en tout cas pour les sites industriels les plus importants, le cœur des process seront bien sûr alimentés par nos confrères et amis de RTE, bien évidemment, au regard des niveaux de puissance, parce qu'on parle en centaines de mégawatts, on parle même en gigawatts. Donc bien sûr, ce sont nos confrères de RTE qui vont connecter ces cœurs industriels. Par contre, tous les nerfs autour, ce sera Enedis. Et qu'est-ce que je mets derrière ces mots, les nerfs autour d'un grand site industriel? C'est dans un premier temps, ce seront les sites Seveso. Donc c'est le secours des installations essentielles. Ce seront également les entreprises satellites qui vont germer autour de ces grands projets. Ça peut être aussi des sites industriels de taille avec des besoins de puissance un peu plus modérés. Mais c'est aussi toutes les infrastructures. Aujourd'hui, au travers... Tout ce qui va accompagner les grands projets, finalement. Pas voilà. Que les grands projets tout seuls. Voilà, exactement. Donc on est un partenaire... Sur les infrastructures, le projet Sirius qui porte les enjeux de ZIBAC travaille là-dessus. Donc derrière des infrastructures d'hydrogène, s'il y a un port hydrogène, il sera connecté probablement chez Enedis. Les infrastructures de transport, les pipes, les groupes de compression, ce sera chez nous. Les installations de stockage également. Il en sera de même également pour les infrastructures de CO2 qui sont en cours de réflexion, de définition. Ce sera également le cycle de l'eau. Et puis les porte-conteneurs, l'activité conteneur à Marseille à Distriport, les conteneurs, il faudra les connecter. Et puis il y aura également la logistique du port. En gros, c'est combien d'investissements? Alors nous on estime aujourd'hui, vous voyez que c'est un travail, définir les nerfs autour de cœurs industriels, c'est plus complexe. Donc je pense qu'on aura cette vraie vision à l'horizon de l'été 2024. Aujourd'hui, on estime les besoins entre 300 et 400 mégawatts. Donc vous voyez, ce seront des infrastructures extrêmement importantes, ce seront des investissements qui le seront tout autant. Ce sera très probablement la construction de 3, 4, 5 nouveaux postes sources sur le bassin industriel pour venir irriguer et connecter l'ensemble de ces sites. Et pour nous, ce sera aussi une innovation parce que là, on s'engage dans une démarche de planification inédite. Et puis, voilà, au regard des enjeux, on sera obligé, entre guillemets, d'anticiper la construction de ces ouvrages-là. C'est-à-dire que l'anticipation n'est pas une option. Pour être rendez-vous de vos projets, il faudra qu'on anticipe nos infrastructures. Donc on a tout un champ d'innovation autour, parce que derrière, anticiper, c'est prendre des risques. Donc il y a tout un champ innové sur le champ contractuel et financier. Voilà. Oui, je voulais rebondir sur cette importance des énergies renouvelables. Il y a un facteur qu'il faut garder à l'esprit, c'est la compétitivité. La compétition sera féroce entre les grands ports de la Méditerranée et l'accès aux renouvelables pour des acteurs économiques comme la CMA-CGM, que ce soit pour le conteneur, mais aussi pour la croisière ou aussi pour les infrastructures, parce que CMA est une entreprise aussi qui fait de la logistique avec Seva. Donc, d'ailleurs, un des débouchés de carbone, ce sera aussi pour décarboner tous les sites terrestres. Hein. Donc, l'accès aux renouvelables pour des acteurs économiques comme la CMA-CGM, ce sera un facteur clé pour la compétitivité et pour pouvoir sécuriser et ancrer des activités maritimes. C'est essentiel là-dessus. Et là encore, on aura besoin de tout l'écosystème et que la participation de tous dans cette chaîne de valeur. Voilà, je voulais insister sur ce point-là. Jean-Michel Diaz et puis Émilie après. Oui, je pense qu'il
il est important aussi de rappeler que ce territoire sur les énergies renouvelables, il est quand même assez pionnier, et notamment avec la bioraffinerie de l'Amed, qui est la première bioraffinerie française, où c'est un projet qui a été annoncé dès 2015. Et c'est important de rappeler les chiffres parce qu'à l'époque où c'était une raffinerie de pétrole brut, on émettait 1,2 million de tonnes de CO2. On est passé en bioraffinerie où on émet aujourd'hui plus que 250 000 tonnes de CO2. Et va venir se greffer un projet d'hydrogène bas carbone qui va permettre de continuer la décarbonation de ce site, où on va enlever un peu plus de 100 000 tonnes supplémentaires de CO2. Donc on aura un site, et presque en tout cas le premier site français presque neutre en carbone. Et donc ce territoire, il avance, hein, puisque on a parlé tout à l'heure de GNL, qui permet certes de décarboner à hauteur de 25%, mais surtout d'enlever la totalité ou la quasi-totalité des autres polluants. Et puis, c'est un territoire où on a de grandes fermes photovoltaïques. On a un projet de bio-GNL qui est en étude. Et puis nous, côté Total Énergie, on vient de racheter Ombrea, qui permet là aussi de développer, certes de l'agrivoltaïsme, mais des agri-énergies. Et on sait qu'on a un potentiel sur le territoire national avec Ombrea d'environ 1,8 gigawatts. Donc vous voyez que ce territoire, il est un peu pionnier en France, à la fois sur le sujet des nouvelles énergies, des biocarburants, mais aussi de la décarbonation. On va y revenir 2 minutes. Je laisse Émilie Chalès qui voulait intervenir. Oui, je voulais rebondir parce que pour expliquer en quoi un projet comme Carbone qui arrive au Grand Port va participer à la décarbonation du Grand Port. D'abord, rappeler que Carbone est une entreprise et une industrie 100% électrique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune combustion, aucun usage du gaz naturel. En termes d'énergie, on est tout sur l'électricité. Alors, c'est beaucoup, puisqu'on va utiliser un raccordement de 200 MW. Mais en même temps, c'est très relatif par rapport à d'autres types d'industries qui sont encore plus gourmandes que nous. Et finalement, cette énergie que l'on va acheter, électrique, elle va permettre la création aussi de 3000 emplois directs qui vont pouvoir produire et se développer sur Fos. Et évidemment, Carbone va s'appliquer aussi une rigueur sur les enjeux de décarbonation, avec notamment les enjeux de transport de marchandises, d'où les partenariats qui sont liés avec la décarbonation de nos transports de marchandises, mais aussi sur les enjeux de transport de nos salariés, avec l'idée que là aussi, on ne soit pas dans le tout-voiture individuelle et que l'on arrive à transformer l'essai avec cette rigueur que l'on s'impose, nous, en tant que nouvel arrivant, mais qui va s'imposer petit à petit à tous nos voisins qui sont déjà là depuis très longtemps. Et le deuxième volet de la participation, c'est bien sûr que à Fos-sur-Mer, on va produire par an 25 km² de panneaux photovoltaïques. Donc pour les délaissés du Grand Port peut-être ou de certains industriels, pour les ombrières, pour les toitures de certaines industries qui devront par la loi de plus en plus être obligatoirement recouverts de photovoltaïque, eh bien nous serons là, partenaires de chacun d'entre vous. Ce serait donc une solution de proximité. Absolument. Oui. Juste pour dire aussi, il y a l'aspect d'innovation. Donc, CMA CGM soutient Jupiter 1000, qui est un démonstrateur pour ça a commencé il y a très longtemps d'ailleurs. La preuve aussi que le territoire pour produire, oui, sujet, il y a très longtemps. Pour produire un méthane de synthèse vertueux et de l'hydrogène. Donc il y a cet aspect aussi d'innovation qu'il faut soutenir et sur lequel nous sommes extrêmement favorables. Il y a le projet Everest, évidemment, qui permettra de flécher du bio-GNL vers le maritime, là encore en collaboration avec le Grand Port de Marseille. Donc effectivement, on voit bien qu'il y a une brique innovation, une brique industrielle, une brique production à partir de biomasse. C'est cet ensemble de voies parallèles qu'il faut unir pour pouvoir décarboner, parce que l'enjeu est de taille. Rémi Costantino. Oui, pour aller dans le même sens, je voulais insister sur le lien entre logistique et décarbonation. Parce qu'on voit souvent le potentiel foncier du Grand Port maritime ou de la zone de Fos comme l'opportunité d'implanter des nouvelles usines ou de décarboner celles qui sont là, en se disant peut-être que les infrastructures logistiques suffisent et que maintenant il faut faire le minimum de renouvellement sur ces infrastructures. C'est faux. On a besoin de continuer à investir sur les infrastructures logistiques parce que la logistique, ça reste le nerf de la guerre du 21e siècle. Ce n'est pas mon voisin qui me contredira. En tout cas, le premier 21e siècle, c'est certain. Et on a plein de liens entre industrie et logistique. Les industries ne viendront pas si la totalité de leurs intrants ou de ce qui sort passe par des camions, c'est certain. Émilie l'a laissé entendre. On a l'opportunité d'avoir une logistique massifiée, maritime en entrée ou en sortie d'ailleurs, le fleuve, puisque
le Grand Port Maritime de Marseille et le débouché de l'axe Rhône-Saône. Et un jour, peut-être qu'on ira jusqu'au Rhin. En tout cas, on va déjà aller jusqu'à la Saône. Et ça nous permet d'utiliser, bien sûr, le fleuve et le gros tuyau ferroviaire qui se trouve sur cet axe. On a des terminaux. Ça a été évoqué. On a des terminaux à vrac liquide et à vrac gazeux. Et ça, on sait qu'aujourd'hui, ils traitent des hydrocarbures. C'est le sang du passé. Le sang de l'avenir, c'est des vecteurs énergétiques décarbonés. On a parlé du bio-GNL et du IGNL. Demain, le e-méthanol, méthanol de synthèse. On a une filière hydrogène qui se structure. Le mot n'a pas encore été clairement prononcé, mais je le dis. Je pense que le système industriel-portuaire de Fos est un hub hydrogène par nature et il va se développer de plus en plus rapidement. On va en parler dans la table ronde d'après de l'hydrogène. Oui, je ne vais pas tout déflorer, mais en tout cas, on a l'hydrogène et je voulais citer l'ammoniac. On ne sait pas encore quel sera le rôle de l'ammoniac dans le maritime peut-être, ou juste comme vecteur de la molécule hydrogène. Mais en tout cas, on voit que la logistique est indispensable pour réussir cette décarbonation. De ceux qui sont là, de ceux qui arrivent, on a un enjeu des flux de matière et des flux d'énergie qui sont étroitement liés à la vocation d'un port. Oui, je pense que l'élément essentiel, c'est cette notion de multi-énergie. Il n'y aura pas une seule solution, il y aura un ensemble de solutions et en fait, elles seront toutes nécessaires. Pour l'ammoniac, juste pour compléter, bien sûr que nous étudions l'ammoniac, c'est une des solutions du futur. Bon, il y a encore des défis, que ce soit en termes de sécurité ou même opérationnel, mais nous le regardons avec le plus grand sérieux et nous mettons tous les moyens là-dessus parce que c'est potentiellement une solution de demain. Comme l'hydrogène, nous avons un projet pour un feeder, un caboteur à l'hydrogène. Donc là encore, c'est une solution de demain qu'il faut étudier dès aujourd'hui. Voilà. Vous avez tous un petit peu évoqué, vous l'avez dit Rémi assez clairement tout à l'heure, il y a les grands projets, les nouveaux projets, et puis il y a aussi l'existant. Et on a presque tendance, pas à les oublier, mais à se dire ils se mettent dans la roue des nouveaux projets. C'est quoi les enjeux, peut-être Jean-Michel et puis Farid après? Enfin, c'est ce que j'évoquais au début. Les sites existants qui font leur décarbonation, c'est 3 milliards d'euros sur la zone de Fosbert. Donc vous voyez que là aussi... on les voit un peu moins. Le challenge, oui, c'est moins dit. Et c'est pour ça qu'il faut le répéter. Et si je prends l'exemple de Total Energy, la MED va poursuivre son action, puisqu'on va investir 70 millions d'euros sur le prochain Grand Paris qui arrive, et il va se faire entre le mois de février et le mois de mars, pour passer cette usine en 100% de traitement de déchets de l'économie circulaire. Donc on ne va produire que des biocarburants à partir d'huile alimentaire usagée et de graisse animale. Il n'y aura plus du tout d'huile végétale sur ce site. Donc ça a été évoqué. Ce qui est important pour ce territoire, c'est de développer toutes les énergies, parce qu'il n'y a pas une énergie magique. Si on l'attend, on peut attendre longtemps. L'important, c'est bien de les mettre toutes en parallèle, parce que chacune apporte sa contribution à la décarbonation. Selon l'usage, effectivement. Exactement. Peut-être revenir sur le fonds Pulse que CMA-CGM a initié, 1,5 milliard d'euros, une enveloppe de 200 millions qui est donnée à BPI France pour aider justement à financer l'innovation. Rapidement, ça aussi rejoint une façon d'apporter une réponse à ce qui existe déjà et qui doit se décarboner. Absolument, et puis aller dans le sens de Jean-Michel, il faut investir dès aujourd'hui en fait. Aujourd'hui, le secteur maritime et même le principe de la décarbonation, c'est un temps long. On vise tous 2030, 2040, 2050. La vie d'un navire, c'est 25 ans, et toute la décarbonation qui doit l'accompagner doit pouvoir s'adosser à ce temps long. Donc effectivement, il y a une enveloppe d'1,5 milliard. C'est important d'investir dès aujourd'hui dans des projets innovants, dans de la production d'énergie. Nous soutenons la production d'énergie renouvelable, que ce soit en France, mais aussi dans d'autres ports. Le port reste un maillon clé. Nous avons un partenariat avec le port de Shanghai, nous avons un projet au Havre, nous avons un partenariat aussi dans le projet d'Amsterdam, et de même que pour Marseille, le port est un élément essentiel dans lequel nous investissons. Et l'investissement reste un élément clé, mais ce n'est pas le seul. Je voudrais, donc Pulse est très actif là-dessus, donc nous soutenons des projets et
qui sont extrêmement importants d'un point de vue économique, mais il y a aussi l'investissement dans les actifs. Nous investissons aussi dans de nouveaux navires. Nous avons investi plus de 15 milliards pour renouveler notre flotte qui doit pouvoir accéder à l'énergie renouvelable. Ça, c'est un élément essentiel. C'est un risque qui est pris aujourd'hui et qu'il faut continuer à soutenir. Et nous garderons cet esprit d'entrepreneuriat pour la décarbonation. Voilà. Peut-être une question. On a beaucoup évoqué Marseille en grand. Emmanuel Macron a parlé d'un port en grand. C'est quoi les enjeux? Rémi, peut-être, vous êtes le premier concerné. J'en ai évoqué un, c'est l'ouverture vers l'axe Seine. C'est une forme d'optimisation du fonctionnement jusqu'à Lyon et au-delà, puisqu'aujourd'hui, je vois... C'est en cours, en plus. C'est un chantier que nous portons avec la Compagnie nationale du Rhône, la CNR, avec VNF, avec les régions et les chambres le long de l'axe. C'est un chantier en même temps complexe, puisqu'il s'agit de faire de l'intégration territoriale, et en France, c'est toujours un sujet délicat. L'autre dimension du port en grand, c'est ce qu'on a évoqué sur la décarbonation pour moi. C'est indissociable des investissements publics de l'État et des collectivités qui ont été rappelés par Jean-Michel. Il y a l'électricité qui est un des gros axes, mais aussi les infrastructures, le territoire qui se transforme. Donc pour nous, le port en grand, ça veut dire un port qui continue d'être la locomotive économique du territoire. Je rappelle juste que le port de Marseille, c'est 42 600 emplois sur la métropole et 18 000 à Marseille. Donc on doit garder cette situation exceptionnelle qui a été installée dans les années 70, 60 plutôt, où le port était le 3e port pétrolier du monde. Et donc cette valeur ajoutée pour le territoire, il faut continuer à la faire vivre en changeant d'échelle parce que c'est un enjeu non pas local, mais national. Frédéric Berenguer, Marseille en grand, ça signifie quoi pour Enedis? Je pense que Rémi l'a bien résumé. Donc, c'est une accélération de la transformation de nos territoires et notamment sur le champ des infrastructures, qui vont être essentielles pour être au rendez-vous de ces grands projets, qu'il s'agisse de la transformation, de la modernisation du bassin industriel de Fos, ou que ce soit de l'accélération de la transformation des transports à Marseille. Voilà. Donc c'est vraiment une accélération essentielle. Jean-Michel? À côté de Marseille en grand, pour moi, il y a l'industrie en grand. Et je le disais tout à l'heure, il est indispensable face à l'ampleur de la tâche, à cette révolution industrielle. Si on veut faire de Marseille-Fos le Rotterdam méditerranéen de la décarbonation et de la transition énergétique, il nous faut un préfet à l'industrie. Parce que autant on a l'impression que 2030, finalement, c'est pas si près, 2040, c'est assez loin, mais la fenêtre de décision d'un projet, entre le moment où on a décidé de s'implanter et le moment où on prend la décision finale, le go-no-go, ça dure 2 ans. Donc si on n'apporte pas dans cette fenêtre-là toutes les certitudes et les garanties à un industriel qui va pouvoir vraiment démarrer son usine en temps et en heure, on n'y arrivera pas. Et puis quand vous regardez la somme des actions qu'on a en cours sur le territoire, on a un lab territorial industrie. C'est important puisque... On ne l'a pas évoqué, mais effectivement. On ne l'a pas évoqué, ça parle du sujet de l'acceptabilité des projets. C'est un vrai frein quand on annonce cette masse de projets, encore faut-il que les populations les acceptent. Donc il y a le lab territorial industrie. Il y a Sirius, il y a la revitalisation et la réindustrialisation aussi de Gardanne-Méreuil, il y a territoire d'industrie qui revient, il y a la décarbonation régionale. Vous voyez, il y a une somme en fait de projets qui sont sur la table et si on veut vraiment accélérer ce qui est le thème de ce forum aujourd'hui, il faut vraiment que tous les acteurs soient ensemble autour d'une table et forment un pack comme au rugby pour pousser et avancer ensemble, sinon on n'y arrivera pas. Et juste pour dire que Marseille en grand, c'est une réalité aujourd'hui avec un navire de 23 000 boîtes qui va venir s'approvisionner en GNL. C'est un navire qui traditionnellement s'approvisionne à Rotterdam et qui là viennent à Marseille s'approvisionner. Il a presque raison alors quand il dit à Rotterdam. Bien sûr, il y a une grande ambition, il y a un potentiel et l'idée c'est de déployer tous les moyens pour faire aboutir cette ambition. Bien sûr. On a la chance d'avoir le premier bateau avitailleur français de GNL qui est basé sur notre port. Et c'est une vision entrepreneuriale, puisqu'il y a un risque qui a été pris conjointement sur de longues années. Par Total et CMA, on peut le dire. Par Total Énergie et par CMA CGM. Et avec l'aide du Grand Port, parce qu'il faut la réglementation qui va avec, il faut l'écosystème administratif, il faut aussi les bonnes situations économiques,
les avantages qui vont avec. Et tout cela participe à la compétitivité du grand port par rapport aux autres ports dans la Méditerranée, bien sûr. Merci. Dernier mot, Émilie, non? Oui, simplement, peut-être rapidement pour alors. conclure. On a déjà dépassé simplement le pour temps. dire que s'installer au grand port, cette dynamique collective, c'est finalement, et Carbone le vit chaque jour, participer à la grande aventure. La grande aventure pour les générations d'après, pour tout ce qu'on va construire comme avenir pour eux, et de mettre tout sur la table, les opportunités telles qu'on les a aujourd'hui et telles qu'on connaît les sciences et les techniques d'innovation actuelles. Et demain, nos enfants et nos petits-enfants transformeront tout ça. Et finalement, arriver dans ce collectif et dans ce territoire, c'est participer à cette grande aventure. Et ça fait beaucoup de sens. Et en tout cas, c'est ce qui nous fait nous lever le matin et se mettre au boulot. Merci en tout cas à tous les 5. Vous pouvez les applaudir. Merci.